Et merde, je suis à la bourre, ah bah ouais, voilà, ça a commencé, je suis à la bourre. Ah là là, quelle entrée en matière, c'est génial, c'est parfait, ça pouvait pas mieux commencer. Bon allez, envoie le générique là, vite fait là. Mais c'est quoi ce générique moisi? Envoie un générique approprié à la situation. Vas-y là, dépêche-toi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo moisie là qui commence? Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Donc, bon alors attendez, là, je vais juste changer un petit peu la disposition de tout ça. Voilà, toc. Voilà, ça, on est quand même vachement éclairé. Hein. Ah, c'est de la merdasse. Ouais, non, alors attends, hop là, hop là. Ah ouais, là, non, pas terrible. Hop, comme ça, avec l'heure derrière. Non, ça le fait pas du tout. Ah, ah là 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 là. Ouais, ben là, ça fait un petit peu quand même. Bon, bah si, bon, on va rester avec ça parce que ça, bon, si on peut. Bon. Non, en fait, c'est ça là qui fait chier. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va se caler dans l'ombre. Attends, on va tirer juste ça ici. Voilà. Là, bon, ça fait un style de merde, mais ça fait un style quand même. Bon, alors bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Alors aujourd'hui, on célèbre la 200e vidéo d'État Critique. La 200e vidéo d'État Critique. C'est un événement, c'est un événement majeur. C'est quelque chose que j'imaginais pas faire un jour. Tu vois, la 200e vidéo d'État Critique. Ça veut dire qu'avant cette vidéo, j'en ai fait 200, tu vois, donc 1, 2, 3, 4, puis tu remontes comme ça jusqu'à 200. Ça fait beaucoup quand même. Et c'est vrai qu'au début, si tu m'avais dit, tu vas voir, d'ici 2 ans à peu près, tu auras fait 200 vidéos d'État Critique. En fait, je suis vachement haut, je vais me caler comme ça. Voilà, là on est pas mal. Hein? Non? Bah dis-le, vas-y. Bon allez, on est bien là. Ouais, il y a le radiateur derrière par contre, ça met tout en... Ouais, c'est amateur, hein, qu'est-ce que tu veux. Si je me mets comme ça fait comment? Non, comme ça. Bon, on va rester avec le radiateur. Non, ça fait moisi quand même, hein. Le radiateur, ça fait pas terrible. Ouais, mais là par contre, je suis un peu trop bas. Ah, c'est de la merdasse. Ouais, bon. Alors, bon, comme vous pouvez le constater, cette vidéo, elle est un petit peu spéciale, hein, déjà parce qu'elle elle est nulle à chier déjà, elle commence super mal, voilà, t'as vu, là, je suis obligé de me courber par contre, là, ça m'énerve déjà, tu vois, j'arrive pas à trouver... Ouais, si, comme ça le fait. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette... Ouais, par contre là, c'est le micro qui bouffe. Hop. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui... Ouais, par contre, si je commence à prendre cet accent-là, ça va vraiment pas le faire. Donc aujourd'hui, on célèbre la 200e vidéo d'État Critique. Donc c'était une vidéo événement. On célèbre en plus les 2 ans d'existence de la chaîne sur YouTube. Donc c'est également un événement. Donc voilà, donc aujourd'hui vidéo spéciale, aujourd'hui vidéo détente, hein, après Mulholland Drive qui m'a quand même pas mal pris la tête et puis avant les 2 prochaines vidéos qui m'attendent qui vont être 2 gros poids lourds de la chaîne, je pense que ça fait aussi un peu de bien, voilà, de faire une vidéo un peu à la con comme ça, tu vois, histoire de
Voilà, hein. Bon alors, aujourd'hui, au programme, le FAQ, on reprend le FAQ qu'on avait laissé en suspens il y a quelques mois, le FAQ que j'avais commencé, mais à cause d'une limitation de 15 minutes, j'avais pas pu aller plus loin. J'ai gardé vos questions en réserve. Aujourd'hui, je vais y répondre. Donc, ce sera surtout ça l'essentiel de ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il y aura également une petite surprise à la fin, une petite surprise qui vous attend si vous supportez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, ce sera déjà une surprise pour si vous supportez. Bon, si je commence à dire des conneries aussi, ça va vraiment pas le faire. Tu vois, il faut vraiment que je trouve surprise. Bon, alors, on s'en fout. Il y aura une surprise à la fin. Donc restez là, hein, restez confortablement assis sur votre fauteuil et profitez du spectacle. Spectacle, si on peut parler d'un spectacle, hein, parce que déjà là je suis à la bourre et en plus bah voilà, tu vois, c'est la dèche, tu vois, je pose devant un truc moisi là, il y a l'aération qui est là, il y a le radiateur qui est là. Là, si je me mets dans un angle là-bas, je vais avoir le mur, je vais avoir des câbles, ça n'a aucun intérêt, tu vois, ça n'a aucun sens, c'est vraiment amateur. Donc bon, on va commencer par ça, tiens. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc j'ai prévu aujourd'hui un discours, voilà, un discours de 4 pages. Donc bah on va pas tarder, on va directement commencer. Donc prévoir du PQ pour le barbecue. Non, ça c'est pas bon. Ok, donc ça fait déjà une page en moins, comme ça. Ah voilà, donc par ces mots, je m'engage à dévoiler les secrets d'État critique et de son créateur. Au départ, nous avions le cinéma, un art légendaire, le récent témoin artistique d'un instant de l'histoire de l'humanité, un quart de milliseconde dans l'histoire de l'univers. Il n'a qu'à peine plus de 100 ans et pourtant il a délivré des émotions que personne n'avait proposées jusqu'alors. Ainsi les hommes prirent conscience du pouvoir de l'image et du son et décidèrent d'en faire un art. En 100 ans d'existence, les génies se sont succédés. Putain, ça avait l'air vachement plus sympa quand je l'ai écrit ce truc-là. Allez, hop, on zappe. Aujourd'hui, nous célébrons la 200e vidéo d'État critique. En réalité, c'est une connerie, hein, parce qu'à cause des petits problèmes que j'ai eu avec les droits d'auteur, avec toutes les critiques que j'ai pu faire en tout, on doit plutôt tourner autour de 207-208 hein, environ. Bon, bref. Aujourd'hui, nous célébrons la 200e vidéo d'État critique. Et le hasard du calendrier faisant si bien les choses, cette semaine, nous célébrons également les 2 ans d'existence de la chaîne sur YouTube. L'équipe d'État critique, voilà, ils sont tous là, se joint à moi pour vous livrer cette vidéo exclusive ultra spéciale. État critique, c'est 200 analyses qui ont divisé, qui ont été félicitées, 200 analyses qui ont suscité des débats, alimenté des désaccords, ou au contraire réunir entre elles certaines opinions. Que vous les avez aimées ou que vous les avez détestées, mes vidéos, vous les avez regardées. Et ça, c'est déjà pour moi une si belle chose. Cette 200e, je la dédie à plusieurs personnes. Celles qu'on n'entend pas, celles qui ont indirectement influé sur le plébiscite de mon travail. Aujourd'hui, je dédie cette 200e à vous, les spectateurs, les fans, les gens de passage, les néo-État critiques, les anti-État critiques. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette aventure, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir dans ce que je fais et je vous jure, grâce à vous, je me sens réellement porté par le désir de continuer. Plus je réalise des vidéos, plus je me rends compte de cela et forcément plus ça me booste. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'aime le cinéma, certes, mais sans votre soutien, vos encouragements, votre fidélité, il faut que vous sachiez quand même que ma passion serait probablement restée anonyme. Donc n'oubliez pas que vous êtes le moteur de la chaîne, vous influez sur moi, vous influez sur moi, vous insufflez en moi, je dirais, une force considérable. Et cette force aujourd'hui, elle me permet de réaliser cette 200e vidéo. Donc merci, mais vraiment un grand merci à vous tous, vraiment. Je dédie cette 200e à vous, papa, maman, dont le rapport intime qui s'est déroulé un soir de septembre 89 fut essentiel à ma vie. Votre soutien, votre amour et votre argent m'ont apporté beaucoup dans ma jeune existence. Je précise que je plaisante pour l'argent. Sans vous, je n'aurais jamais découvert le cinéma de cette façon-là. Sans toi, maman, je n'aurais jamais été bercé par le rêve bleu d'Aladin en 1993. Sans toi, papa,
je n'aurais jamais été traumatisé au point de ne plus dormir pendant 3 semaines par Independence Day en 1996. Sans vous, votre ouverture d'esprit, votre envie de me transmettre la curiosité, la culture et l'amour, il n'y aurait pas eu d'état critique. Donc merci à vous. Aujourd'hui, je dédie cette 200e à vous, mes profs de BTS, ainsi qu'à Judith Aubry et Karine Sidbon, 2 productrices formidables avec qui j'ai eu le privilège de travailler il y a déjà de ça quelques temps. Plus encore que les connaissances que vous m'avez apportées, vous m'avez appris à ouvrir les yeux sur les rouages qui composent et qui font tourner les mécanismes de ma passion. Je vous dédie donc cette vidéo ainsi qu'au BTS audiovisuel de Saint-Quentin dans l'Aisne, qui m'a fait passer des instants formidables, instants que je n'oublierai évidemment probablement jamais. J'en profite pour saluer chaleureusement mes anciens camarades de classe de la gestion de prod, à qui je souhaite une grande réussite et plein de bonheur dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, je dédie cette 200e à toi, Charlotte, anciennement mon ex-petite amie, actuellement le fantôme d'une époque où j'aurais pu abandonner le cinéma à jamais pour m'enfuir avec toi dans des contrées lointaines, quelque part entre Saint-Quentin et Soissons. Ton départ fut pour moi un catalyseur sans précédent. Sans ton absence, pas d'état critique. Sans ta fuite, plus de passion. Aujourd'hui, je repense avec nostalgie à cette époque où tu étais prête à abandonner ton train pour passer 1 seconde de plus avec moi. Cette époque est désormais derrière nous. Aujourd'hui, encastré dans les bras d'un ersatz de John Cena, face à un horizon prometteur qui s'ouvre à toi, je te souhaite bon vent. Et merci de m'avoir laissé seul face à ma passion. Aujourd'hui, je dédie cette 200e à ma petite amie actuelle, dont le soutien est également essentiel à mon travail sur la chaîne. Elle qui est le premier témoin de mes aventures youtubesques, qui doit se coltiner des heures entières de monologues sur les films que j'étudie. Elle qui observe ma folle passion avec philosophie, pensant probablement qu'il s'agit d'une lubie de jeunesse, de quelque chose qui passera avec le temps. Aujourd'hui peut-être devrais-je lui dire qu'elle n'en a pas fini d'en voir, à moins que mon esprit espiègle prenne le dessus et dise en fait, ce sera la surprise. Aujourd'hui, je dédie cette 200e aux membres des Critic Nights, Anthony du Ciné Raté, Daron de la Chronique du Daron, l'équipe du Ciné d'Elvis, Elvis et Neko, Alexis du Ciné d'Alex, Ripper de la Chronique du Ripper, Maître Flob et Brani Montréal. Passionnés parmi les passionnés, portés par leurs amours cinéma ou jeux vidéo, genre cinématographique ou immonde d'aubasse, transmettant bonheur, rire et culture à chacune de leurs apparitions. Alors oui, il est difficile de faire régner une cohésion, difficile d'installer des projets communs car les aspirations, aussi passionnantes soient-elles, fusionnent difficilement. Moi-même, je l'avoue, ma présence chez les Knights peut se discuter, aussi justifiable soit mon absence dans l'action du groupe, cela ne saurait pour autant l'excuser. Les Avengers des critiques web, comme tout bon groupe, connaît instant de victoire et moment de crise, mais eux-mêmes vous le diront. Tant que la passion existe, l'amitié, elle, n'aura jamais de limite. Longue vie aux Knights et merci à vous également, cette vidéo est pour vous. Voilà! Et moi Toi, tu vas te faire... J'étais snobé pour la vidéo de Mulholland Drive. Oh, encore heureux, j'aurais bien aimé voir ça. J'ose pas imaginer le carnage que ça aurait pu être si jamais je t'avais laissé faire la critique de Mulholland Drive. Franchement. Le putain de faux raccord et sa critique des films, ben bravo hein. Oui, bah écoute, c'est aussi les moyens du bord, hein. Je te rappelle que c'est une vidéo amateur, donc bon, on retourne, oui bien sûr, on retourne. Nous nous retrouvons donc ensemble pour le FAQ, donc on va reprendre les questions là où on les avait laissées la dernière fois. Donc sans plus tarder, on va commencer directement dès maintenant. Donc vous voyez, il me reste encore un certain nombre de questions, peut-être une petite dizaine, on va voir tout ça. Donc allez, c'est parti, hein, sans plus attendre, on est reparti pour les questions. Donc, première question. Alors, les adaptations de Stephen King, j'en ai pas vu énormément, il y a eu des petits films d'horreur qui ont été faits, des petits films d'horreur assez anonymes, qui sont tirés des œuvres de Stephen King, mais je retiendrai quand même les plus connus, c'est-à-dire Carrie, c'est-à-dire Shining. On avait vu aussi également le téléfilm Shining dont j'avais fait la chronique il y a quelque temps déjà, oui, il y a un petit moment même déjà.
Donc, qu'est-ce que je pense des adaptations des œuvres de Stephen King? Alors, mis à part Shining et Carrie, qui pour moi sont quand même, on va dire, les références au niveau des adaptations cinématographiques des œuvres de Stephen King, il y a aussi le téléfilm Ça, qui est sorti au début des années 90. Voilà, mis à part ces œuvres-là, je dirais que les autres n'ont pas forcément la force. Ils n'arrivent pas forcément à récupérer la force des écrits de Stephen King. Il faut dire aussi que adapter Stephen King, c'est quand même un challenge qui est assez important. C'est comme adapter les œuvres de Lovecraft. On l'a vu sur Dagon la dernière fois. Voilà, c'est pas évident d'attaquer des œuvres écrites par des très grands romanciers. Et Stephen King, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, ce que je pense des œuvres de Stephen King, je pense que de toute façon, pour faire une bonne adaptation littéraire, il faut à la fois garder l'essence du livre, mais aussi ajouter sa petite patte. Et ça, je pense que Stanley Kubrick et Brian De Palma ont réussi à le faire dans le cadre de leurs adaptations. Je pense que voilà, le secret d'une bonne adaptation repose sur la réappropriation du réalisateur, la réappropriation du roman par le réalisateur. S'il arrive à la fois reprendre les grosses lignes et à récupérer certaines thématiques du livre, tout en y ajoutant quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas pu percevoir en lisant le bouquin la première fois, je pense qu'on peut tenir une bonne adaptation. On avait eu le cas aussi sur Battle Royale, donc qui n'est pas écrit par Stephen King, mais Battle Royale c'était ça, tu vois. Il y avait le roman qui parlait d'un contexte, il se basait énormément sur le contexte social, géopolitique et tout ça. Le film de Kinji Fukasaku, lui, s'oriente plus sur le point de vue des témoins, notamment les adolescents, surtout d'ailleurs les adolescents. Donc, on a deux approches un petit peu différentes, mais finalement on obtient deux rendus qui sont vraiment très très bons. Donc je pense que le secret d'une bonne adaptation pour une œuvre de Stephen King, mais c'est aussi valable pour plein d'autres adaptations, c'est ça, c'est la réappropriation d'une œuvre et l'originalité qu'on va pouvoir insuffler dans l'adaptation. L'originalité qui passe par un traitement des thématiques un peu différents. Voilà, ça passe par ça, un développement des personnages qui est un petit peu différent, des caractérisations qui ont évolué, qui sont peut-être plus développées. Voilà. Pour moi, ça passe surtout par ça. Donc, pour revenir à la question, donc la question c'était bien que penses-tu des adaptations de Stephen King en général? Eh bien voilà, c'est des adaptations qui pour moi sont bonnes, notamment pour Shining et Carrie qui sont même excellentes, mais toutes n'ont pas ce même rendu parce que les réalisateurs n'ont pas tous pu ou su transmettre cette forme d'originalité qui n'est pas évidente à mettre en place, mais voilà, ils n'ont pas su forcément mettre en place de façon concrète quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse nous prendre aux tripes, qui puisse nous faire revivre, on va dire, le livre différemment. Donc il y a du bon, il y a du moins bon, il faut savoir faire le tri. Donc moi, pour les adaptations de Stephen King, je vous recommande donc ça, Shining de Stanley Kubrick et également l'adaptation Carrie de Brian De Palma. Peut-être que j'en ai oublié, mais à mon avis, c'est vraiment les trois majeurs, je dirais. Après, on avait vu le téléfilm qui est pas dégueulasse, mais voilà, le téléfilm récupère vraiment point par point les éléments du livre. C'est une adaptation qui est très fidèle, mais je dirais qu'elle est finalement trop fidèle puisqu'il n'y a pas vraiment de nouveauté. Voilà. Par rapport à tout ça, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Voilà ma réponse pour cette question. Il y a eu beaucoup de films qui ont été réalisés sur la vie d'un président, que ce soit des présidents de la République française ou que ce soit des présidents des États-Unis ou des premiers ministres en Grande-Bretagne. Je pense notamment au rôle tenu par Michael Sheen, Tony Blair dans The Queen. Voilà, il y a eu beaucoup de présidents qui ont été incarnés au cinéma. Et je dirais, celui qui a eu la meilleure représentation, c'est difficile quand même, parce qu'il y a eu quand même de bons films, je pense à Nixon, W, La Conquête, Le Promeneur du Champ de Mars, on a quand même eu pas mal de films assez intéressants. Je dirais que tout dépend du traitement du réalisateur, du traitement apporté par le réalisateur sur le film en question. Une manière d'insuffler de la passion dans son film, de donner un regard différent sur cette personnalité. Je pense que W est pas mal, même si je trouve que W a tendance des fois à déculpabiliser, on va dire, l'action de George W. Bush. Alors même si je dirais, il y a toute une phase critique sur la politique de W dans le film,
je dirais qu'après Oliver Stone a tendance à adoucir un petit peu son propos sur le personnage, et peut-être que ça c'est peut-être un peu dommage, mais après ça dépend aussi de la perception que l'on a de W. C'est vrai que quand on regarde les médias ou les documentaires, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut avoir une image assez négative de George W. Bush, et donc peut-être que notre avis est conditionné par ça aussi. Je dirais que les meilleures représentations, c'est pas évident. Je pense à Nixon, ouais. Nixon, pour moi, c'est probablement une des meilleures adaptations, Nixon d'Oliver Stone, encore, interprété par Anthony Hopkins. Je dirais que c'est peut-être l'une des meilleures interprétations qu'un acteur a pu donner à un président, puisque Nixon, au contraire, lui, était quelqu'un qui était détesté, mais le film se penche vraiment sur tous les mécanismes qui ont pu arriver à cette détestation, on va dire. Et finalement, on suit le président dans ses erreurs, dans ses choix un petit peu douteux. Et finalement, on arrive à mieux cerner le personnage, à mieux percevoir en lui de l'humanité, on va dire. On va parler de ça comme ça. Je dirais que Nixon est assez crédible, plus que W, je dirais plus que W. Nixon est assez crédible, notamment et surtout parce que Anthony Hopkins livre une performance mais exceptionnelle dans ce film. Mais voilà, je dirais le président qui a sans doute été le mieux représenté au cinéma, je dirais que c'est probablement Richard Nixon, parce que l'acteur est excellent déjà, et puis parce que le propos du film, lui, ne ménage pas, on va dire, le président. Il n'adoucit pas ses choix, il n'adoucit pas ce qu'il est réellement, mais on le suit pas à pas dans son parcours. Et on se rend compte que finalement, bon, il a fait des erreurs, mais c'est un être humain. Et donc, Oliver Stone a su l'humaniser, je dirais, d'une façon vachement intéressante, ce qui rend le film particulièrement passionnant. Donc je dirais, ouais, Nixon de Oliver Stone, sorti en 1995, si je me trompe pas, que je vous recommande, hein, vraiment, je vous le recommande, mais je vous recommande aussi W, hein, et puis La Conquête également, même si La Conquête ne nous apprend pas grand-chose sur Nicolas Sarkozy, Le Promeneur du Champ de Mars également, voilà. Je dirais Richard Nixon Nixon le film sur la vie de Richard Nixon pour répondre à cette question. Voilà. Alors oui, je vous le dis, oui, clairement, oui, je ferai des rétros sur les grandes sagas de l'horreur, mais il n'y aura pas que sur les grandes sagas de l'horreur. Hein. Dès qu'on attaque, de toute façon, vous connaissez le mécanisme d'état critique, hein. Dès qu'on attaque une suite d'un film qui appartient à une grande saga, qui fait partie donc d'une grande saga dont les épisodes on ne les a pas étudiés avant au préalable, il y a toujours une rétro. On a eu ça pour Star Trek, pour Star Wars, pour Jurassic Park, pour La Planète des Singes. Si vous suivez le parcours de la chaîne, vous le savez tout ça déjà. Donc oui, il y aura forcément une rétro sur les grandes sagas de l'horreur. Je pense à Freddy et à Jason pour la saga Vendredi 13. Il y aura également une rétro sur Chucky. Je repartirai, oui, parce que j'ai déjà fait la critique de La fiancée de Chucky, mais à cette époque-là, j'avais pas fait de rétro sur la saga. Donc quand on attaquera le fils de Chucky, on fera une rétro sur la saga de Chucky. Voilà, déjà pour ça. Ensuite, il y aura une rétro, oui, sur Freddy et Jason. Je pense que ce sera surtout quand on attaquera le film Freddy contre Jason. Mais on aura également la même chose pour Alien versus Predator. Donc on aura une rétro sur Alien et une rétro sur Predator. Voilà, dès qu'on va attaquer de toute façon un épisode ou un film en lien avec une grande saga que l'on n'a pas étudiée au préalable, alors oui, il y aura une vidéo mythologie, une série de vidéos mythologie sur cette saga, sur la saga en question. Que ce soit pour l'horreur, mais que ce soit pour l'horreur donc, et puis pour d'autres sagas, on aura, je sais pas moi, quelle saga? Terminator par exemple, Terminator, Rocky, Rambo, voilà. Ça c'est des sagas que j'étudierai également quand j'arriverai aux épisodes, si j'ai la chance d'y arriver. Mais bon, j'ai eu la chance d'arriver déjà à la 200e, c'était pas prévu à la base, je pensais pas arriver jusque là. Donc il faut jamais dire jamais. Si on arrive jusque là, encore une fois je vous le dis, oui, il y aura des rétros sur les grandes sagas de l'horreur ou des grandes sagas du cinéma en général. Voilà. Alors mon meilleur film, je l'avais déjà dit dans la 100e, alors mes 3 meilleurs films, Dark Crystal, Titanic, Jurassic Park, ça je vais pas revenir dessus, hein, si vous voulez avoir plus de précision sur mes avis par rapport à ces films, je vous conseille d'aller revoir la 100e. Donc ça c'est vraiment mes meilleurs films. Pire film, j'ai vu des caisses, ouais, j'ai vu des films qui étaient vraiment moisis. Là, en tête, je dirais Carnosaur, parce que Carnosaur, c'était vraiment de la merde. Mais je dirais, de façon générale, les films les plus moisis, les plus
pourraves que j'ai pu voir sont tous les films qui seraient faits au Mockbuster. J'en avais déjà parlé de ça, donc notamment dans la vidéo rétro de Carnosaur. Le Mockbuster, voilà, c'est tous ces films qui ont été créés pour surfer sur une tendance initiée par un plus gros film plus populaire. On avait eu Carnosaur pour Jurassic Park, de tête, on avait eu Titanic 2, là d'ailleurs il est passé à la télé je crois il n'y a pas très longtemps, Titanic 2 sur Énergie 12, je me suis regardé, c'est vraiment pathétique, mais voilà, c'est ce genre de film pour moi c'est du cinéma poubelle, c'est du parasitage de gros films. C'est-à-dire qu'on te sort un grand film genre Transformers, un grand film, on va dire un film populaire, parce que bon Transformers c'est pas non plus du très très grand cinéma, mais bon, on a eu Transformers qui est un film à recettes si tu veux, et quelques temps après ou quelques temps avant, enfin au même moment, on a eu Transmorphers, qui est une espèce de mockbuster qui reprend, on va dire, un peu le même principe que le film de Michael Bay. Donc voilà, pour moi, c'est ces films-là vraiment les plus pourris parce que il n'y a pas d'originalité, ça parasite le succès et l'influence du film qu'il copie. Voilà, pour moi, c'est vraiment tous ces films-là. J'ai pas de pire film en tête, mais je dirais que si je devais choisir un pire film quelque part, ce serait dans ce genre-là, dans ce style, dans cette façon de faire. Parce que franchement, pour moi, c'est juste pathétique. C'est juste un moyen assez déplorable de gagner de l'argent sur le succès d'un autre film. Pour moi, c'est du parasitage et c'est de la merde. Voilà, je vous le dis clairement, c'est de la merde. Voilà. Quand vous voulez, quand tu veux, vraiment, quand tu veux. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, donc quand tu veux, hein, sur Facebook, il y a moyen de savoir. Mon adresse, elle n'est pas inconnue de tous. Hein, vous savez où je vis. Je l'avais déjà dit, je crois, dans la 100e. Donc voilà, dès qu'il y a une ouverture, je vous donne mes jours de congé. Les jours de congé, c'est le mardi et le mercredi. Donc c'est vraiment les jours où je suis vraiment disponible. Donc quand tu veux, il n'y a pas de souci. On pourra parler cinéma, on pourra parler de tout ce que vous voulez, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert et au contraire, si c'est pour vous rencontrer, moi, toutes les occasions sont excellentes et sont bonnes. Donc vraiment, il y a vraiment pas de souci. On a Facebook d'ailleurs. J'essaye de faire en sorte d'être le plus présent possible sur Facebook pour que vous sachiez que je suis quelqu'un de très proche, qui veut rester très proche du public, de son public. Parce que voilà, moi, j'estime que à la base, vous voyez, j'ai créé État Critique pour susciter des débats. Voilà, c'était mon objectif principal. Mais pour susciter des débats, il faut qu'il y ait une discussion. Et le simple fait de réaliser des vidéos ne crée pas de discussion. Donc c'est pour ça aussi que je mets mon lien sur Facebook pour que dès que je suis connecté, on puisse discuter cinéma, on puisse discuter de plein de trucs. Donc oui, boire un coup, il n'y a pas de souci quand tu veux. Alors, le logiciel de base, mais vraiment de base, Windows Movie Maker, c'est la version 7 je crois que j'utilise. C'est vraiment le truc le plus basique que j'ai. C'est même pas un logiciel de montage élaboré, un truc que j'aurais pu choper sur internet ou que j'aurais pu acheter dans le commerce. Rien du tout. Non. C'est vraiment le logiciel de base qui est fourni avec mon ordinateur. Et je suis resté fidèle à ce truc là parce que jusqu'ici ça marche plutôt bien. Et puis c'est vrai que si je voulais faire de la mise en scène un petit peu plus élaborée, c'est vrai que je pourrais prendre d'autres logiciels, mais là j'avoue que par rapport à ce que je fais, c'est pas nécessaire. Et puis si je commence à mettre trop de mise en scène, trop de trucs élaborés dans mes vidéos, ça va me prendre plus de temps à les réaliser. Et comme j'ai beaucoup de vidéos à réaliser, je vais prendre le risque aussi d'en réaliser moins. Donc du coup, je préfère faire des vidéos qui sont peut-être un peu moins élaborées, mais en faire plus pour justement proposer un éventail de vidéos, un panel de vidéos qui est assez diversifié, tout ça. Donc c'est vrai que j'utilise un logiciel de base qui propose des fonctions basiques, mais jusqu'ici vous n'avez pas eu l'air de vous en plaindre, donc moi non, et puis moi non plus, donc du coup on va rester avec ça. Donc ouais, Windows Movie Maker, vraiment le logiciel de base. Et puis même pour l'enregistrement, j'utilise cet appareil-ci. C'est voilà, donc là il est en enregistrement, là je suis en train de m'enregistrer, mon micro vous le voyez il est là, mais voilà, donc je sais pas si vous le voyez bien,
Voilà, toc, voilà. Donc c'est un dictaphone numérique. J'utilise ce truc-là, son HD. C'est un truc que j'ai acheté il y a quelques temps déjà, hein, à une époque où on me critiquait parce que je gueulais dans mon casque tout moisi. Mais c'est vrai, faut l'avouer, c'était vraiment de la merde ce que je faisais à ce moment-là. Je devais hurler dans le casque pour qu'on puisse m'entendre et ça, au final, la vidéo a été presque risible et ridicule. Quand je regarde ces vidéos-là aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment discount, tu vois, c'était vraiment état critique discount. Donc du coup, j'ai investi dans ce dictaphone numérique et puis bah voilà, le son que vous entendez là, c'est vraiment le son qui est tiré de ce truc-là. Et ça donne un son qui est vachement clair, qui est vachement audible. Et donc bah c'est l'idéal, hein. Quand tu regardes une vidéo comme ça, il faut aussi penser aussi à tous ces petits trucs là. Et c'est vrai que ça rend mes vidéos peut-être plus appréciables. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté ce truc là aussi. Donc ça et puis voilà, Windows Movie Maker pour le logiciel. Voilà, tout simplement, tout bêtement. Alors ce que je pense du retour des anciennes vedettes des années 80 aujourd'hui, bah, je trouve que c'est juste excellent. Pour moi, c'est juste excellent. C'est-à-dire que moi, j'ai été bercé, comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai été bercé par certains longs métrages du cinéma d'action. Voilà, Rocky, Rambo, Terminator, tout ça. Pour moi, Schwarzenegger, c'était j'ai connu l'époque où Schwarzenegger était une grande star. Stallone également, l'arrivée de Van Damme également. Donc tout ça, c'est même Steven Seagal. Même si Steven Seagal est peut-être un peu moins présent aujourd'hui que Van Damme ou Stallone, notamment, ces derniers, notamment grâce à Expendables, notamment. Mais ce que je pense du retour de ces anciennes vedettes, pour moi, c'est juste excellent. Et pour moi, c'est vraiment un moment. Quand j'ai vu la scène à l'époque où le premier Expendables est sorti et que tu vois cette scène où tu as Stallone, Schwarzenegger et Bruce Willis qui sont réunis ensemble dans une seule scène, pour moi, c'est un fantasme de jeunesse, tu vois. Donc forcément, évidemment. Oui, je suis pour et je pousse au cul les jeunes à aller voir ces films, les plus jeunes. Je suis pas vieux non plus, mais je veux dire tout ça pour dire qu'il y a des jeunes qui connaissent pas ça. Il y en a certains qui sont bercés au film de Statham et tout ça. Oui, ça vaut ce que ça vaut, Mais moi, j'ai été bercé avec Stallone et Schwarzenegger et c'est vrai que le fait de les revoir aujourd'hui dans des films comme ça, alors même si on est d'accord pour dire que les films qu'ils réalisent aujourd'hui, que ce soit Expendables, que ce soit Du plomb dans la tête ou Le Dernier Rempart, on est loin des films et des gros films qu'ils ont fait à l'époque dans les années 80. Rappelez-vous Predator, Commando, rappelez-vous Over the Top. Over the Top, c'est le scénario, il est moisi, mais il est moisi comme il n'y a pas, mais je sais pas, c'est culte, c'est juste génial. Il y a des répliques de malades dedans. Tu regardes Cobra avec Stallone, Cobra c'est pareil, c'est pas un grand film de cinéma. Le scénario il tient sur un post-it, mais c'est tout le contexte, c'est toute l'ambiance, la musique, l'action, la façon d'incarner le personnage, la façon que Stallone a d'incarner ce personnage-là. C'est culte, ça appartient aux années 80, mais c'est juste énorme. Et le fait de le revoir aujourd'hui, le revoir de plus belle après des périodes, on va dire, de passage dans le désert, de traversée du désert, c'est vrai que ça fait du bien de revoir ces personnages-là parce que ils nous ont marqué une époque et on a encore ce souvenir-là en tête et le fait de les revoir sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, moi, ce que j'adorerais, ouais, c'est les voir dans des films plus importants peut-être, des films où je sais pas. C'est vrai que Expendables, ça nous touche beaucoup, mais le problème de Expendables, c'est notamment du 1 et du 2, de toute façon c'est le problème des deux films, c'est que le scénario, lui, il va pas chercher bien loin. On peut pas dire que Expendables ce soit un grand film. C'est un film qui est passionnant parce que on se plaît à voir des stars des années 80 ou des années 90 se foutre sur la gueule. C'est juste gigantesque, tu vois. Voir tous ces noms sur une seule affiche, mais c'est juste un rêve de gamin, tu vois. Moi, je pisse devant l'affiche de Expendables 2 parce que c'est génial de voir Van Damme, Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris, les voir tous, boum, leur nom toque sur l'affiche du film, c'est juste un rêve. Mais maintenant, on peut aussi dire que Expendables 2 ne brille pas par son scénario. On a quand même des films d'action aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus élaborés et quand même, par rapport à ça, Expendables ne fait pas le poids, malheureusement. Et donc c'est ça que je regrette, c'est que peut-être ce qui serait intéressant aujourd'hui pour ces stars, c'est justement de les impliquer dans des films d'action plus actuels. Ne pas rester dans ce côté un petit peu trop nostalgique.
parce que c'est ça en fait, s'ils reviennent sur le devant de la scène, c'est aussi parce qu'il y a eu un plébiscite du public. Et le problème, c'est que le public est peut-être trop nostalgique. Et finalement, quand tu regardes Expendables s'adresse vraiment à un type de public particulier, c'est-à-dire le mien, le vôtre certainement, le public qui a été bercé dans ce cinéma-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait envoyer ces acteurs-là dans des films, on va dire, un peu moins référentiels, un peu moins 80s, et plus dans du cinéma un peu plus élaboré, cinéma d'action un peu plus tordu. Moi, ça me plairait de voir Stallone dans une espèce de film qui ressemblerait vaguement, je dis pas que ce soit ça précisément, mais quelque chose qui ressemble un peu à La mort ou La vengeance dans la peau, la trilogie Jason Bourne, quelque chose qui soit, voilà, ou même dans un cinéma qui soit plus moderne, qui soit plus ancré dans son temps, histoire que sans marquer une rupture vis-à-vis de ce qu'ils ont fait, ne pas renier ce qu'ils ont fait, mais évoluer, voilà. Une évolution dans leur carrière, et je suis sûr que ça plairait à leurs fans, et ça plairait également au public actuel qui verrait autre chose, qui sortirait un petit peu de cette image, qui ferait sortir sans doute ces personnages de cette image un petit peu poussiéreuse de grosses stars un peu has-been de l'action des années 80, des acteurs qui n'ont plus la cote aujourd'hui. Pour moi, Stallone, ça reste une légende, Schwarzenegger, ça reste une légende, mais j'aimerais bien les voir dans des très très gros films. Et là, c'est vrai, on nous parle d'Expendables 3, on parle également d'un Rambo 5. Alors Rambo 5, ouais, j'aimerais bien voir un Rambo 5, parce que John Rambo, j'ai bien aimé John Rambo, mais ça ne boucle pas la boucle, et connaissant Stallone, vu ce qu'il a fait avec Rocky, ça serait excellent d'avoir une espèce de Rambo 5 qui soit un peu à l'image de Rocky Balboa, c'est-à-dire qu'il finisse la saga, qu'il finisse ce qu'il a commencé, mais qui balise vraiment son œuvre. Et voilà, c'est la fin, on passe à autre chose. Et autre chose, ça serait donc ce que je viens de vous dire, des œuvres un petit peu plus élaborées, des œuvres de cinéma d'action un petit peu plus percutants, qui s'adressent aussi aux adolescents actuels, qui puissent passionner les ados actuels qui n'ont pas connu cette époque-là, justement. Donc là, ouais, mais de toute façon, on va en avoir là. Ils viennent seulement de revenir, je dirais, c'est tout neuf, c'est tout frais. Donc, j'attends de voir The Tomb, j'attends de voir Ten avec Schwarzenegger qui est prévu pour l'année prochaine. J'attends de voir, voilà, plein ces petits films là qui vont arriver et qui, j'espère, seront des événements au box-office. Voilà. Alors, si je n'avais pas été contaminé par le cinéma, je pense que je serais resté quand même dans un domaine artistique. Mais c'est pas évident. J'aime la peinture, la poésie, la littérature. Ouais, la littérature, je dirais. La littérature, je pense que ce serait vraiment le domaine dans lequel je me serais le plus plongé. Alors, j'aime beaucoup aussi la musique, mais la musique, c'est peut-être un peu moins pour moi. Ouais, la littérature. Je suis quelqu'un qui est très littéraire et à la base, donc et c'est vrai que ma passion du cinéma se combine assez bien à la littérature que j'aime également. Ouais, je dirais que j'ai lu tous les bouquins de toute façon que vous voyez, que j'étudie dans les vidéos, sont des bouquins que je relis, mais à la base c'est des bouquins que j'ai lus quand j'étais plus jeune. Donc, et tous ces bouquins-là, c'est vrai que voilà, ils m'ont donné beaucoup d'émotions, ils m'ont apporté beaucoup également, et c'est vrai que peut-être je le retransmets peut-être un peu moins dans mes vidéos, puisque dans mes vidéos c'est état critique, c'est du cinéma, donc forcément je parle essentiellement du cinéma, le cinéma qui est ma première passion. Mais je dirais que s'il n'y avait pas eu le cinéma, je dirais que j'aurais sans doute fait je me serais beaucoup plus concentré sur la littérature, et j'aurais été sans doute plus passionné par la littérature. J'aurais continué à lire beaucoup plus régulièrement, parce qu'aujourd'hui je lis un peu moins qu'à une époque. Ouais, je pense que je me serais vraiment plongé dans la littérature, et peut-être que j'aurais créé une chaîne sur YouTube uniquement où j'aurais fait état critique, mais ça serait des critiques de livres, des critiques littéraires. Sans doute, peut-être j'aurais fait ça. Je sais pas. Je vois pas ma vie sans le cinéma aujourd'hui, à l'heure actuelle, mais peut-être qu'on peut imaginer que oui, je serais sans doute plongé dans la littérature si le cinéma n'avait pas existé. Voilà. Alors oui,
Même réponse que par rapport à la question de tout à l'heure sur les grandes sagas de l'horreur. Oui, je ferai une rétro sur la saga Batman. Le jour où on arrivera devant sur la critique de Batman Begins, devant Batman Begins, je me pencherai sur toute la mythologie Batman depuis sa création jusqu'à Batman et Robin, jusqu'après Batman et Robin, les projets avortés, tout ça, qui ont succédé à Batman et Robin, jusqu'à Batman Begins. Mais oui, je ferai une rétro sur Batman. Et par contre, pour la série des films de Nolan, non, il n'y aura pas il n'y aura pas de rétro sur la trilogie The Dark Knight, réalisée par Christopher Nolan, puisque, comme c'est le cas pour les vidéos que je fais aujourd'hui, il y aura une vidéo particulière et individuelle pour chaque film. Il y aura une critique de Batman Begins, il y aura une critique de The Dark Knight et il y aura une critique de The Dark Knight Rises. Mais voilà, je veux dire, après on n'y est pas encore, hein, c'est encore assez loin. Mais si je dois arriver jusque là, c'est comme ça que je le ferai. Voilà. Alors mon réalisateur préféré, j'ai pas de réalisateur attitré en tête, hein. Vraiment, ça me vient pas, ça dépend des époques en fait, ça dépend plus des époques. Il y a une époque, j'étais à fond sur John Carpenter, alors j'adorais tous les films de John Carpenter, pour moi c'était le meilleur. Puis après je suis passé à un autre, tout ça. Voilà, ça dépend des époques, on va dire, ça dépend des phases, ça dépend de la fréquence à laquelle je regarde certains films. Je dirais qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup le travail de Nicolas Winding Refn sur Drive, sur Bronson, sur la trilogie Pusher. J'attends beaucoup de Only God Forgives qui va sortir cette année. Ouais, non, franchement, j'ai pas de réalisateur en tête. Ça dépend du film, je dirais, ça dépend du film. S'il y a un film qui me passionne vraiment, je vais être intéressé par ce que fait le réalisateur, ce qu'a pu faire le réalisateur, et en fonction de ce qu'il a fait, je vais me passionner pour ce qu'il veut transmettre, ce qu'il fait, ce qu'il veut sur son style, sur ses morales, sur ses thématiques, sur son genre, etc. Voilà. Donc j'ai pas de réalisateur vraiment particulier. Je dirais que si je devais en choisir un à l'heure actuelle, ce serait Nicolas Winding Refn, mais après pour le reste, ça varie. J'aime beaucoup Christopher Nolan, bien que je pense que Christopher Nolan, il fait d'excellents films, Christopher Nolan, mais j'ai peur qu'un jour sa façon de faire se casse un petit peu la figure en fait. J'ai peur de ça en fait, parce que il joue beaucoup sur le retournement de situation, il joue beaucoup sur des effets stylistiques, de mise en scène et tout ça, sur un certain type de caractérisation de personnage. Ça marche vraiment très très bien à l'heure actuelle. On a vu le succès des Batman, on a vu Inception, il y a le Prestige qui est excellent aussi, sans parler des premiers, des plus anciens. Mais je pense que Nolan, ça finira par se tasser avec le temps. Son style va devenir probablement un peu redondant, un peu comme Spielberg. Son style finit par devenir un peu redondant. On arrive à percevoir un petit peu ce qu'il va faire plus ou moins dans la plupart de ses films. Ça change rien au fait que c'est un très très grand metteur en scène, hein. Ça change rien à ça aussi. J'aime beaucoup James Cameron également. Je trouve que James Cameron, c'est aussi un metteur en scène qui a toujours su se renouveler de film en film. Il a toujours su proposer des œuvres de plus en plus ambitieuses et toujours plus travaillées. Et ça, c'est excellent. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est ça aussi, un réalisateur qui se remet en question après chaque film. C'est ça aussi l'essence même de cet art, tu vois. C'est de pas rester cantonné à son propre univers. Et le problème de Nolan, c'est peut-être il va peut-être avoir du mal à aller de l'avant et peut-être qu'il se lance pas assez de défis. Enfin, c'est un point de vue, on va dire, très personnel. Je sais pas. J'aime beaucoup aussi, après on peut partir un peu plus ancien, j'aime beaucoup le Orson Welles aussi, Orson Welles qui est un très 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 grand metteur en scène, Stanley Kubrick, évidemment, Stanley Kubrick, David Lynch, voilà, tous les grands référents, les grands metteurs en scène, évidemment, ça c'est, évidemment, ces acteurs-là, ces réalisateurs-là ont joué un très 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 grand rôle dans leur art, et évidemment, aujourd'hui on ne pourrait pas percevoir le cinéma sans leurs actions, sans leurs films, sans leur contribution au 7e art, c'est évident. Donc non, j'ai pas de réalisateur préféré. J'aime le cinéma, voilà, tout bêtement, j'aime le cinéma et j'aime qu'un réalisateur m'étonne, j'aime qu'un réalisateur me transmette des émotions, me passionne et ça peut être n'importe qui. Un mec peut réaliser une daube un jour et le lendemain il te réalise un grand film, et ben je le jugerai, je vais pas le juger parce qu'il a réalisé une daube juste avant, je vais juste me concentrer sur le film qui m'a ému et je vais me dire bon bah voilà, le type il a fait ça.
on va dire que le premier essai était une erreur, on va lui donner sa chance pour la suite. Ouais, je suis plus dans cette optique-là, voilà. Alors oui, normalement je devrais revenir sur certains films sortis avant 98 dans le cadre de vidéos rétrospectives, évidemment. Ça a été le cas pour La Planète des Singes, pour Jurassic Park et tout ça. Maintenant, des critiques nominatives individuelles, pour le moment non. Voilà, pour le moment non, je vais pas en faire. Pour l'instant, on va rester vraiment concentré sur la continuité chronologique que j'ai mise en place. On va rester vraiment concentré sur ça. Il y aura de temps en temps, encore une fois dans le cadre des vidéos mythologie, des retours sur certains films qui sont sortis avant 98, ça oui. Mais pour le reste, il y a certains films, je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes sur certains films, je pense à l'Armée des 12 singes notamment, on m'avait fait pas mal de demandes sur l'Armée des 12 singes, ou sur d'autres films en question, ou Apocalypse Now, ou Ben-Hur, ou tout ce... Enfin voilà, plein de films références qui sont sortis avant 98. Pour l'instant, j'ai pas prévu d'y revenir. Peut-être un jour. C'est la seule réponse que je vais pouvoir vous donner, c'est vraiment peut-être un jour. J'ai aucune certitude sur ça à l'heure actuelle. Voilà. Bah pour l'instant, j'ai pas d'autres projets en tête. Pour l'instant, déjà le projet État Critique est un projet qui me prend beaucoup de temps et qui est un projet, on va dire, assez énorme. Donc je sais pas, j'ai pas d'idée de projet encore en tête. J'ai des petites idées. J'ai des idées de scénarios en tête. J'écris de temps en temps des textes, mais ça fait longtemps que je m'y suis pas mis dessus et c'est peut-être un truc que je reprendrai un jour. Pareil, je pensais également écrire des livres aussi, pourquoi pas, j'aimerais bien, ça c'est un truc que j'aimerais faire, tu vois, c'est écrire des bouquins, j'ai des idées en tête, j'ai plein d'idées en tête, ça fourmille, mais pour l'instant il y a rien de concret, j'ai rien mis sur papier, tout est là-dedans, tu vois, il y a rien qu'à bouger. Donc peut-être un jour, je me lancerai dans un truc comme ça. Pour l'instant, j'ai pas d'autres projets à côté d'État Critique. État Critique me prend déjà beaucoup de temps et me passionne énormément et j'ai vraiment envie pour l'instant de me concentrer sur ça. Si un jour État Critique me lasse, parce qu'on n'est jamais à l'abri aussi d'un événement comme celui-ci, hein, d'être lassé par son propre travail, ça peut exister aussi, tu vois. Peut-être que j'envisagerai de faire autre chose. Mais pour l'instant, on va dire que non, j'ai pas d'autres projets à côté d'État Critique. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça, de rester vraiment à fond dans ce projet, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de films encore à voir et à revoir. Donc voilà, je me concentre vraiment sur ça, je ne dévie pas de mon objectif. Et pour le reste, de toute façon, vous serez mis au courant. Si jamais je mets en place un truc encore un peu différent, tout ça, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, c'est pas encore précis, il n'y a rien de concret. Dès qu'il y aura des nouveautés, dès qu'il y aura quelque chose de nouveau, d'un petit peu nouveau, vous serez les premiers au courant. Voilà. Je réfléchis. Alors des chefs-d'œuvre que j'ai pas aimés, j'en ai pas en tête. Par contre, des mauvais films que j'ai aimés, j'en ai un en tête, j'en ai un seul en tête, on va dire. Ce serait Halloween 3. Bizarre. Hein. Halloween 3, sorti en 1983. C'est un film que tout le monde que beaucoup de gens ont détesté, tu vois. C'est un film qui n'a pas été vu, le public n'a pas suivi, tu vois. C'était à l'époque où John Carpenter avait décidé de faire une saga Halloween, mais uniquement concentré sur l'aspect fête d'Halloween, tu vois. C'était avant que la saga devienne finalement une saga consacrée à Michael Myers. Et Halloween 3 fait partie de cette direction prise, et finalement le film a été un tel bide que finalement après ils ont décidé de repartir sur Michael Myers. Ce que je pourrais vous dire à ce sujet, oui, ce film-là, il m'a passionné parce que, il m'a pas passionné. C'est un film que j'ai trouvé assez mauvais dans l'ensemble, mais il y a un élément que j'ai adoré, c'est la toute fin du film. Et c'est un truc qui m'est vraiment resté en tête parce que c'est un film que j'ai découvert il y a un petit moment déjà, et c'est vraiment un truc qui m'a vraiment marqué. Alors je vais pas vous révéler la fin du film, je vais pas vous spoiler la fin du film, mais la fin du film, vraiment la toute fin, quoi, les 40 dernières secondes avant le générique de fin sont pour moi mais vraiment excellentes. C'est vraiment une des meilleures conclusions que j'ai pu voir au cinéma dans un film d'horreur, alors que le film sur toute sa durée est vraiment pas top du tout, tu vois. Mais vraiment, il y a ce passage-là qui fait que le niveau du film a remonté, tu vois, dans mon estime, et je me suis dit, ah putain, là,
Là, ils ont une bonne fin. Putain, c'est con que le film, il soit mauvais parce que la fin, elle vaut le coup. Elle vaut vraiment le coup d'être vue, mais pour ça, il faut se taper tout le film, tu vois. Donc Halloween 3, je dis pas que c'est une merde totale. Je dis que c'est un film qui est assez mauvais quand même dans l'ensemble. C'est pas très intéressant. Mais le final, lui, il vaut le coup d'œil. Il vaut vraiment le coup d'œil. Et j'ai vraiment adoré ce final-là. Et donc non, ça répond pas, on va dire, concrètement à la question. C'est pas vraiment un mauvais film que j'ai aimé. J'ai aimé que ce passage-là de ce film. Donc voilà, tout ça pour dire que la question est balèze, elle est trop dure pour moi. Je m'avoue vaincu. Non, je sais pas. Franchement, j'ai aucun exemple en tête. J'ai du mal à me souvenir de chefs-d'œuvre que j'aurais pu détester. Non, encore une fois, je reste sur cet exemple-là. Elle ne répond pas du tout à la question. Vous allez pouvoir m'engueuler s'il faut, hein. Pas de souci. Mais non, là, j'avoue, je sèche. Voilà, je sèche. Pour la première fois de la chaîne État Critique, Mathieu sèche. Et c'est même pas face à une critique, c'est face à une question. Donc bon. Alors le film qui m'a le plus laissé un sentiment de malaise, ouais, Massacre à la tronçonneuse et L'Exorciste. En fait, c'est deux films d'horreur. Massacre à la tronçonneuse, le final, mais apocalyptique, il est juste, mais ouf. Il faut s'accrocher, vraiment. Mais je parle pas du film de 2003, hein, du film de 74, l'original. Hein. Ouais, franchement, il faut s'accrocher parce que le final est vraiment malsain de chez malsain. Et Massacre à la tronçonneuse, même sur toute sa durée, c'est un film qui est assez malsain et assez trash. Et c'est un film qui m'a vraiment mis mal à l'aise, vraiment. Les films aussi où il est question de viol, de pédophilie ou ce genre de truc. J'ai pas vraiment d'exemple en tête. Si, j'en ai un, c'est The Girl Next Door qui est sorti il y a pas si longtemps. Il est sorti directement en vidéo chez nous, je crois. Un film que j'ai vu qui m'a mis mal à l'aise parce que voilà, c'est sur la torture sur mineurs, tu vois. Voilà, tout ce qui a trait aux mineurs, tout ce qui touche aux mineurs, tout ce qui touche à la violence sur les mineurs. Ça veut pas dire que je considère que ce sont des mauvais films. Hein. J'ai adoré The Girl Next Door. J'ai adoré Massacre à la tronçonneuse, même s'il n'est pas forcément question de mineurs. Mais c'est des films qui m'ont mis mal à l'aise, qui m'ont touché, voilà, c'était malsain. J'ai trouvé le propos malsain, mais c'est pas du mauvais malsain. C'est pas genre, je te montre une image comme un viol, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je dirais que c'est pas le genre de film qui est malsain malgré lui, tu vois. C'est-à-dire genre ils ont tourné ça un petit peu par erreur et ils ont fait une connerie en tournant ça comme ça, tu vois. Mais parce qu'ils y ont pas pensé à l'origine. Non, là c'est plutôt malsain dans le sens où ça a justement été travaillé comme ça. Et Massacre à la tronçonneuse ou The Girl Next Door, c'est des films qui sont vraiment travaillés dans ce but-là. Et ouais, ils sont très très malsains, mais c'est vachement bien foutu malgré tout. C'est vachement bien fait. Et oui, donc je parlais de L'Exorciste également. L'Exorciste, c'est pas un sentiment de malaise que j'ai eu par rapport à L'Exorciste, c'est plus un sentiment de terreur. C'est-à-dire que L'Exorciste, c'est un film d'horreur qui fait pas peur dans le sens où où c'est pas le genre de film où t'as un truc qui va te sauter à la figure à un instant T, tu vois, un instant où déjà tu t'en doutes plus ou moins, mais il va y avoir un truc qui va te sauter à la tronche. Non, c'est pas du tout ça. L'Exorciste, c'est un film qui fait régner une terreur sur toute sa durée, tu vois. Le fil conducteur du film, c'est vraiment la terreur à l'état brut. Il y a un sentiment de malaise qui est distillé dans le film. Jamais t'es rassuré par ce que tu vois, tu te dis qu'il va y avoir un truc qui va se passer, t'attends toujours qu'il va y avoir un truc qui va se passer sous ton nez, et des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Et voilà, L'Exorciste, c'est un film qui est vraiment très très effrayant et c'est un film que j'ai vraiment adoré. Et pour le reste, voilà, les deux exemples, les sentiments de malaise, je dirais que ça serait plus Massacre à la tronçonneuse et The Girl Next Door qui m'ont marqué, ouais. Voilà. Mes vidéos préférées. Alors mes vidéos préférées, alors déjà mes vidéos préférées sur la forme, je dirais que ce sont mes dernières. Celle-ci en l'occurrence, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je réalise cette vidéo, je ne saurais pas vous dire si si elle va figurer parmi les vidéos que je préfère. J'en sais rien. Par contre, c'est vrai que les vidéos que je préfère d'un point de vue visuel, ce sont les dernières, les plus récentes. À partir, je dirais, de ma rétro sur Jurassic Park jusqu'à Mulholland Drive. Tu vois, c'est vraiment les vidéos que
on sent que visuellement, tu vois, elles sont plus divertissantes à regarder. Et c'est vrai que d'un point de vue divertissement et visuel, ce sont les vidéos que je préfère. C'est des vidéos que moi je préfère revoir. Donc déjà à partir du moment où c'est des vidéos que j'aime bien revoir, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que voilà, j'estime qu'elles ont été pas trop mal réalisées, même si je pense que je peux encore faire mieux que ça. Mais voilà, je pense que ces vidéos-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup d'affection pour la chronique que j'ai faite sur la planète des singes, sur l'ensemble de la mythologie. Je pense que j'estime avoir fait du bon boulot sur ça. Personnellement, voilà, je suis content de mon travail sur ça. Concernant Jurassic Park, c'est également vrai, puisque la critique de Jurassic Park était pour moi un challenge, et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas trop mal géré, en mon sens. Je pense également à Mulholland Drive, qui était la vidéo la plus complexe que j'ai réalisée, la critique la plus difficile. Je pense que, même si elle est imparfaite, mais je le dis bien dans ma vidéo, elle est pas complète. Et une critique de Mulholland Drive, ça s'étend pas sur 15 minutes, ça s'étendrait plus sur 2 heures. Voilà, je pense que cette vidéo-là en l'occurrence, c'est une des meilleures que j'ai pu réaliser parce que l'analyse, elle est intéressante, je pense. J'ai recherché mon truc vraiment dans le fond du détail. Ouais, pour moi, mes vidéos préférées sont les dernières. A contrario, il y a certaines vidéos que j'aime un peu moins. Celle où je suis un petit peu plus subjectif dans mon analyse. Wasabi par exemple, j'ai un peu moins, pourtant elle fait partie des vidéos les plus récentes, mais Wasabi, tu vois, j'ai moins accroché, j'accroche moins sur ce que je dis. Elle est imparfaite, voilà, Wasabi est imparfaite. Maintenant on peut aller partir sur des vidéos plus anciennes, mais les vidéos plus anciennes, Bienvenue à Gataka, elle est la deuxième vidéo que j'ai réalisée il y a 2 ans déjà. Elle est complètement imparfaite, mais elle dure que 3 minutes, forcément elle est imparfaite. Donc si je devais refaire une vidéo, bien sûr, ce serait celle-ci, ce serait sans doute celle-ci, en l'occurrence, puisque j'essaierai d'aller plus loin dans le détail, j'essaierai d'y apporter quelque chose de plus approfondi. Pour le reste, ouais, il y a certaines des vidéos plus anciennes que j'ai bien aimées. J'aime beaucoup Virgin Suicide, j'aime beaucoup Dancer in the Dark. Même si ces vidéos appartiennent à une autre époque, je dirais une époque où j'utilisais encore beaucoup d'images fixes pour caractériser mes vidéos, pour mettre en image mes analyses. Ouais, Dancer in the Dark, Requiem for a Dream, des vidéos un peu plus complexes, celles qui m'ont fait réfléchir un peu plus, tu vois, celles qui m'ont emmerdé un peu plus, on peut le dire, hein, parce qu'il y a des critiques qui sont faciles, entre guillemets, à faire, et il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Vous le voyez de toute façon, vous le voyez vous-même pour votre propre perception. Je veux dire, quand vous regardez un film je sais pas moi, vous regardez un film comme Tomb Raider par exemple, et ensuite vous regardez Mulholland Drive, même pour vous, l'avis que vous aurez sur Tomb Raider sera plus simple à mettre en place, à exprimer que l'avis que vous aurez sur Mulholland Drive, parce que Mulholland Drive est beaucoup plus complexe à analyser. Donc voilà, je dirais que mes vidéos préférées sont les dernières, même d'un point de vue analyse, hein, les points de vue analyse, je pense que j'estime avoir fait du bon boulot sur les dernières, autant analyse que divertissement, mais ça n'empêche pas que Virgin Suicide, Requiem ou Dancer in the Dark, ou même le projet Blair Witch aussi, le projet Blair Witch que j'avais bien aimé, voilà, c'est des vidéos qui appartiennent à une autre époque. Mais c'est des vidéos que j'aime bien, voilà, c'est des vidéos que j'aime bien revoir, des vidéos que j'estime avoir plutôt bien réalisées, des films que j'estime avoir bien analysés, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des films que j'estime avoir moins réussi, moi j'ai moins réussi à transmettre mon avis, je suis moins percutant, je suis peut-être un peu moins crédible aussi parfois, enfin, après, c'est vous aussi qui jugez mon travail après, hein, il y a ça aussi, faut pas oublier. Alors là, c'est pareil. Vous me posez des cols, hein, les gars. Ma bande originale préférée, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. J'adore la musique du film La Ligne Rouge. Je l'ai écoutée pendant très longtemps et j'avoue que je l'adore. C'est une musique qui est formidable. Hans Zimmer, il a fait un truc mais exceptionnel. D'ailleurs, Hans Zimmer, c'est un compositeur, mais c'est le génie actuel. Ce gars-là, il fait des BO, mais qui sont juste exceptionnels. Mais La Ligne Rouge, j'avoue que je porte beaucoup La Ligne Rouge dans mon cœur. J'aime beaucoup la BO de Requiem for a Dream, comme beaucoup d'entre vous certainement. Le problème que j'ai avec cette BO, c'est qu'elle est utilisée, réutilisée, usée jusqu'à la corde dans tous les sens. Partout où vous allez sur le net, vous trouvez des fausses bandes annonces, vous trouvez tout ce que vous voulez sur le net. Il y aura toujours à un moment donné quelqu'un qui aura fait une fausse bande annonce ou qui aura fait un petit court métrage avec la musique de Requiem for a Dream dedans. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal à supporter parce que
La musique de Requiem for a Dream, elle est magnifique, mais elle est magnifique parce qu'elle s'attache au film, elle appartient au film. Sans le film, pas de musique. Sans la musique, pas de film. Et le fait que d'autres le réutilisent la musique dans à toutes les coutures, sous toutes ses formes, enfin dans tous les sens pour des trucs, pour montrer des trucs qui sont parfois moches et nuls et minables, je trouve ça naze parce que ça retire toute la force de la musique. Et finalement tu essaies de faire une vidéo et tu te dis ouais, je vais mettre la musique de Requiem for a Dream dedans parce qu'elle est magnifique. En fait c'est juste ridicule parce que ça colle pas du tout, tu vois, c'est juste naze. Et donc voilà, moi je déplore ces procédés là, mais c'est vrai que la musique de Requiem for a Dream affiliée au film, elle est juste formidable. À côté du film, si tu commences à l'utiliser un peu n'importe comment, ça n'a plus de sens. Mais c'est valable pour Requiem for a Dream, c'est valable pour plein d'autres. Hein. C'est comme si tu mettais la musique de Jurassic Park sur un truc, sur une vidéo sur Terminator, tu vois, ça paraîtrait pas logique, tu vois, il y a un truc qui collerait pas. En parlant de Jurassic Park, la BO de Jurassic Park, elle est magnifique également, mais il y a la BO de Titanic. La BO d'Inception, j'aime beaucoup aussi. La BO de The Dark Knight, de la trilogie de Nolan, qui a pareil, encore une fois, Hans Zimmer, il a fait une partoche, mais excellente. La musique, ah oui, si, voilà, il y a aussi ça, la BO de Drive également. La BO de Drive, elle est excellente, elle est magistrale, elle est juste énorme. Enfin, voilà, il y a des films, Pulp Fiction également, enfin... Il y a plein d'exemples. J'ai pas de BO attitré préféré, tu vois. J'aime bien aussi la BO. J'ai beaucoup aimé aussi la BO des Harry Potter, mais les deux premiers surtout parce que on va dire que les partitions sur les films suivants, c'est de la musique pour illustrer l'image plus que pour mettre en place quelque chose. Alors que et on reviendra sans doute sur ça quand on fera la critique des Harry Potter. Mais la BO, la bande originale du premier, du deuxième et du troisième également Harry Potter. Insuffle une force supplémentaire au film qui n'est pas évidente dans les autres épisodes qui suivent le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà, il y a Harry Potter, ouais, la BO d'Harry Potter est chouette. De toute façon, les BO de John Williams sont juste immenses, tu vois, Star Wars, Indiana Jones, Superman, enfin tout ça. Et il y avait également la BO du Seigneur des Anneaux, évidemment la bande originale du Seigneur des Anneaux, qui est juste composée par Howard Shore, qui est juste mais exceptionnel également. Mais voilà, j'ai pas de BO préférée, j'adore toutes les BO. Hein. Toutes les BO comme celles que je viens d'énoncer, elles sont juste exceptionnelles et formidables. Voilà. Encore une question bien difficile ma foi. Alors je sais pas, vraiment je sais pas. Disons qu'il y a des personnages que j'aime beaucoup. Les personnages à qui je suis vraiment attaché, j'aime beaucoup le personnage de Rocky Balboa, j'aime beaucoup le personnage de Batman, tu vois, dans des registres un peu différents. Il y a vraiment des personnages, j'aime beaucoup le personnage de Ian Malcolm dans les Jurassic Park. Il y a vraiment des personnages pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais si je devais m'identifier, moi, de faire un comparatif entre moi, ce que je suis aujourd'hui, et un personnage... non, je sais pas, j'avoue, je suis... Disons que je pense que je serais plus une synthèse de plusieurs personnages. Maintenant lesquels, je dirais que les personnes qui seraient le plus à même de répondre à cette question sont les personnes qui me connaissent personnellement dans mon quotidien, ou peut-être même vous. Certains qui ont pu discuter avec moi seraient sans doute plus à même de définir à quel genre de personnage pourrait ressembler. Mais moi j'avoue que je suis assez mauvais pour pouvoir me regarder moi-même. Je sais pas. Non, j'avoue, je sèche complètement sur cette question. Voilà. Donc, désolé. Désolé. Alors oui, je joue aux jeux vidéo. Et pour tout vous dire, j'ai depuis quelques temps un petit projet, mais c'est un projet, on va dire personnel. C'est quelque chose que je mettrai pas en place sur la chaîne ou quoi que ce soit. Alors donc, ne commencez déjà pas à vous exciter sur ça. J'avais déjà répondu à la question si je pensais faire des vidéos sur des jeux vidéo. Pour l'instant, c'est pas prévu et à mon avis, ça se fera sans doute pas. Mais j'ai eu une idée en tête il y a quelques temps, une volonté, tu vois, de racheter certaines vieilles consoles ou la console actuelle pour pouvoir et acheter également leurs jeux référents, tu vois, pour
pour apprendre beaucoup plus sur le jeu vidéo, parce que j'ai quand même des connaissances sur le jeu vidéo, mais peut-être pas autant que certains autres youtubeurs. Donc voilà, j'essaie aussi de me remettre à niveau par rapport à ça, et c'est pour ça aussi que j'ai racheté. Donc là, j'ai une Master System, PlayStation, Xbox, PS2, PS3, Xbox 360 et une NES. Voilà. J'ai racheté, je vais vous les montrer. Alors la Xbox elle est pas là, mais je vais vous les montrer. Voilà, donc là, voilà, donc je les ai posés là. Là on voit une NES, une PS1, Xbox, PS2, et là sous la téloche on a une NES et en dessous on a une PS3. La Xbox elle est, je l'ai prêtée pour l'instant. Donc bon, ça à la limite vous en foutez, hein. Après c'est des détails. Mais tout ça pour vous dire, attends, je recadre un petit peu. Voilà. Ouais, on est bon, on a vu tout à l'heure, de toute façon au niveau du cadre je valais rien, donc de toute façon foutu pour foutu, hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, je joue aux jeux vidéo, j'ai un compte sur le PSN. J'ai pas encore de compte sur le Xbox Live, mais voilà, je joue aux jeux vidéo. Et à quoi je joue particulièrement, là dernièrement j'ai fini Portal 2. Voilà, j'ai fini Portal 2, j'ai adoré ce jeu, il est énorme, j'ai vraiment adoré. Que vous dire d'autre? Je regarde. Ouais, Gran Turismo. Si, je joue pas mal à Gran Turismo également. Si, là, je vois Batman également. Oui, si, Batman, Arkham City, Arkham Asylum. C'est des jeux que j'adore. Je trouve vraiment magnifiques ces jeux-là. Mais voilà, je touche un petit peu à tout. Je joue à des jeux de foot de temps en temps. Là aussi, j'avais Call of Duty. Je joue un peu à Call of Duty, un peu moins aujourd'hui, plus à une époque. Mais voilà, Tomb Raider. J'ai toujours aimé les Tomb Raider également. Ça varie de temps en temps. Je dirais qu'en ce moment, je joue un peu sur la NES en ce moment. Une petite pensée pour le joueur du grenier. En ce moment je suis en train de jouer à Tortue Ninja sur NES. C'est un jeu qui me prend la tête, donc je vous renvoie directement à la vidéo du joueur du grenier, parce que lui il dit tout nickel sur cette vidéo. Il est vraiment, son analyse elle est parfaite, et exactement les ressentis qu'il transmet sont exactement ceux qui sont les miens à l'heure actuelle quand je joue à ce jeu là. Donc oui, Tortue Ninja sur NES c'est vraiment une daubasse, mais difficile, mais ça me prend la tête. Mais je vais essayer d'y jouer encore un petit peu et essayer de voir si je peux avancer, hein. De toute façon j'ai plein de jeux, donc voilà, oui, il m'arrive de jouer, et j'ai pas fini. Il y aura sans doute d'autres consoles. Sans doute j'achèterai prochainement une Wii ou quelque chose, j'essaierai de me procurer. D'ailleurs, si vous avez vous-même des consoles, vous essayez de vous débarrasser de certaines consoles, voilà, qui prennent la poussière dans un coin, que vous n'utilisez plus. Voyez avec moi, parce que moi je récupère vraiment toutes les consoles. Alors pas celles que je vous ai citées évidemment, puisque du coup je les ai déjà, mais si vous avez une Nintendo 64, une Dreamcast, une Wii pas chère, enfin quelque chose en bon état évidemment, hein. Là je fais ma petite annonce, tout ça. Mais voilà, moi je récupère ces consoles là, voilà, parce que j'ai envie de découvrir un petit peu tout ce qui s'est fait dans le monde vidéoludique. Et puis voilà, pour histoire d'avoir un peu plus de culture, un peu plus de connaissances, voilà. Et puis je vous invite à le faire de même, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment passionnant. Le cinéma, je suis plus sur le cinéma évidemment, j'ai une énorme passion pour le cinéma, et ça vous le savez. Mais j'adore les jeux vidéo, et je le montre peut-être un peu moins évidemment, puisque État Critique c'est une chaîne spécialisée cinéma. Mais j'aime évidemment le jeu vidéo, et je respecte évidemment le jeu vidéo, et pour moi c'est un art. Le jeu vidéo pour moi est un art actuellement. On a tendance à voir ça comme une espèce de passion pour geek ou tout ce que vous voulez autour de ça. C'est vrai que le jeu vidéo peut avoir une espèce de réputation un petit peu particulière, tu vois. Mais moi, j'avoue, le jeu vidéo, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, à tout ce que j'ai pu jouer, à tout ce que j'ai pu tester, il y a quand même des jeux vidéo qui sont vraiment magnifiques, hein. Je repense à Batman Arkham City, qui est vraiment d'une beauté exceptionnelle. J'ai jamais vu ça. Enfin, moi, je te dis, quand j'étais gosse, je jouais qu'à la PS1, et pendant pendant une dizaine d'années, j'ai joué que à la PS1. J'avais que Tomb Raider en référence, ou Gran Turismo, et c'est des jeux qui sont magnifiques, certes, mais bon, ils ont fait leur temps, si tu veux. Voilà, ils appartiennent à une autre époque, et c'est vrai que de passer à ça, à Batman Arkham City, tu vois Batman Arkham City, tu t'en prends plein la gueule, mais c'est juste un jeu qui est magnifique, mais qui est d'une beauté exceptionnelle, incommensurable. Donc vraiment, oui,
Pour moi, le jeu vidéo est un art et je continuerai à jouer aux jeux vidéo. Je testerai de temps en temps 2-3 trucs. Puis je vous donnerai en lien sous cette vidéo mon nom sur le PSN si vous avez l'occasion de jouer à la PS3. Comme ça, vous pourrez me retrouver sur le PSN. On pourra faire des parties ensemble. J'ai pas mal de jeux. J'imagine que vous aussi. Donc voilà, on pourra s'amuser ensemble. On pourra discuter cinoche. On pourra partager des petits moments de rigolade, tout ça. Sur un jeu vidéo, n'importe lequel vous semblera le meilleur. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je suis aussi présent sur le PSN, moins sur le Xbox Live. Je vous dis, j'ai pas de compte encore, mais j'ai une Xbox 360, donc j'espère pouvoir réussir à manœuvrer un truc là-dedans pour pouvoir également vous rejoindre sur le Xbox Live. On verra ça, voilà, on verra ça. Donc, mais regardez, j'ai répondu à toutes les questions, ma foi, j'ai réussi, j'ai répondu à toutes vos questions. Bon, la qualité de certaines réponses laisse à désirer, hein, notamment l'avant-dernière là sur le personnage que j'aurais bien aimé être. Donc voilà, la vidéo, la 200e touche à sa fin. Vous avez vu la durée, c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite. Mais en même temps, il fallait au moins ça pour célébrer la 200e vidéo d'État Critique, excusez du peu, hein, et les 2 ans d'existence de la chaîne sur YouTube. Donc, la surprise, je vous avais promis une surprise en début de cette vidéo. Donc la voici. Je vous propose un jeu. Alors un jeu qui est un petit peu différent de ce que j'avais fait il y a quelques temps, qui était la critique d'État Critique, donc la critique générale de ma chaîne. Et la meilleure critique avait remporté un Blu-ray, le Blu-ray de Gladiator. C'était Elvis d'ailleurs qui avait remporté ce prix. Là c'est un jeu un petit peu différent. Ça va être un jeu sur tirage au sort. Tout simple, vraiment tout simple, tout bête. Vous allez m'élire, on va dire, la vidéo qui d'après vous sur État Critique est la meilleure. C'est-à-dire la plus détaillée, la plus construite et la mieux réalisée, c'est-à-dire au niveau du divertissement, tout ça, vraiment la meilleure vidéo, celle que vous jugez d'après vous comme étant ma meilleure vidéo sur la chaîne, sur les 200 que j'ai réalisées. D'accord ? Je vais sélectionner donc les 3 meilleures parmi celles que vous aurez choisies, et il y aura un tirage au sort. Il y aura un tirage au sort parmi toutes les personnes qui m'auront donné leur avis qui m'auront donné leur choix. Et forcément, donc du coup, ces 3 personnes-là remporteront chacun un des 3 DVD correspondant à la vidéo qui aura eu les 3 DVD des 3 films qui auront eu le plus de plébiscite auprès de vous, en fait. Voilà. Donc, je récapitule pour que ce soit un peu plus clair. Vous allez me voter pour la meilleure vidéo d'État Critique, et les 3 vidéos qui auront été choisies seront en jeu en DVD dans un tirage au sort, et ce tirage au sort aura lieu dès que j'aurai suffisamment de noms, sans doute. Je dirais que le résultat, je vais sans doute les donner lors de ma prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera la critique de Harry Potter. C'est une surprise pour personne. Derrière, il y aura la critique du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Donc ça, également, c'est une surprise pour personne. On finira l'année 2001 sur ça d'ailleurs. Donc je donnerai les résultats sur de ce petit concours. Ouais, c'est même pas un concours, c'est un jeu de tirage au sort. Je donnerai les résultats à l'occasion de la vidéo de Harry Potter. Donc les 3 personnes qui auront été tirées au sort remporteront un des 3 DVD des films qui ont été choisis comme étant considérés comme les meilleures vidéos d'État Critique. Voilà. Donc si c'est pas clair ce que je viens de dire, parce que je vois que vous tirez une tête un peu bizarre, vous dites merde, c'est pas clair ce qu'il vient de me dire. Non, si jamais il y a un doute, vous retrouvez-moi sur Facebook, vous m'envoyez un message privé si vous voulez avoir un peu plus de précision. Voilà, c'est très simple, vous avez juste à m'envoyer votre nom et la vidéo que vous avez choisie comme étant la meilleure vidéo, et vous verrez si vous êtes choisi, tiré au sort pour remporter. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que la vidéo que vous aurez choisie sera forcément la vidéo que vous aurez gagnée. Mais s'il y a un avis unanime sur cette vidéo, disons que s'il y a un avis unanime sur une vidéo en particulier, vous aurez sans doute plus de chances de remporter le prix, c'est-à-dire le DVD du film que vous aurez choisi. Voilà, vous m'avez compris. Voilà. Bref. Bon, on conclut. Alors la conclusion, la première chose, je veux rappeler encore une fois
que je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur, pour tout ce que vous apportez à la chaîne, pour vos commentaires, vos encouragements, votre fidélité. Vous me rejoignez, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à État Critique, et vraiment, mais je le prends vraiment, mais ça me touche vraiment au fond du cœur, vraiment, parce qu'au départ, je ne m'attendais vraiment pas à avoir un tel plébiscite. Je vais pas dire succès parce que succès, pour moi, un succès, c'est plus haut et tout ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de me dire que j'ai du succès sur YouTube parce que j'ai pas envie d'être perçu comme une espèce de vedette de YouTube. C'est pas mon délire, c'est pas mon truc. J'ai envie de me dire, voilà, j'ai envie de garder cette proximité avec vous, garder tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Facebook, encore une fois sur YouTube. Vous pouvez m'envoyer des messages, répondre à tout. Alors les commentaires sous les vidéos, j'y réponds pas trop, c'est vrai. Mais il faut quand même que vous sachiez que je les lis tous, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, si vous avez vraiment quelque chose à me dire, si vous avez vraiment un besoin, une envie, quelque chose, je sais pas moi, vous voulez que je vous dise quel ressenti j'ai sur telle vidéo ou tel film. Si vous avez envie de savoir des informations, des petites choses comme ça, vous savez que vous pouvez me parler quand vous voulez, parce que je suis disponible souvent sur Facebook, je réponds à tous vos messages sur Facebook, sur YouTube, donc encore une fois, je tiens à vous dire merci à tous, vraiment un grand merci à tous pour tout ce que vous apportez à État Critique. C'est vous qui faites fonctionner la chaîne, je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit discours, je le redis encore aujourd'hui, maintenant, c'est voilà. Je vous remercie tous du fond du cœur et j'espère que mes prochaines vidéos vous passionneront encore plus, je dirais, que les vidéos que je réalise à l'heure actuelle. Sachez déjà de toute façon que je mettrai tout en œuvre pour que mes vidéos continuent à vous divertir, à vous passionner, à vous informer, à vous proposer toujours plus d'éléments, de détails et tout ça. Vraiment, je mets un point d'honneur à faire le mieux possible mon travail pour vous, pour que vous puissiez pour que vous puissiez prendre un pied monstre à regarder ce que je fais, voilà, tout simplement. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois, une dernière fois, une ultime fois, voilà, je vous remercie et donc je vous donne rendez-vous très prochainement. Laissez-moi le temps de l'analyser quand même, mais bon, très prochainement. Bon, donc je vous donne donc rendez-vous prochainement pour voilà, je vous avais dit, cette conclusion elle est moisie, tu vois, j'ai des pertes de mémoire, j'ai tout ce que tu veux, c'est voilà, donc je sais plus conclure, tu vois, j'ai été pris par l'émotion, tu vois, l'émotion de me dire putain, c'est ouf. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo d'État Critique, qui sera donc la critique de Harry Potter à l'école des sorciers. Je vous dis bye bye, n'oubliez pas, allez au cinéma et à la prochaine. I'm blue, I've been need, I've been died, I've been need, I've been died, I've been need, I've been